Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Banane et Bonne Santé consacré à l'ADN. Je trouve que parler d'ADN, c'est une bonne façon de se faire une petite idée de la complexité de notre organisme. C'est un sujet très intéressant, enfin je trouve, mais compliqué. Rien que le nom de l'ADN est compliqué. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire 2 vidéos. La première pour parler de la structure même de l'ADN, de son organisation, des gènes, etc. Ce qui constituera une base nécessaire à la 2e vidéo où j'aborderai des sujets d'actualité tels que le clonage, les OGM, etc. Bientôt, nucléotides, allèles, exons n'auront plus de secret pour toi et tu pourras frimer pendant les repas en étalant ta science. Fabuleux! Dans le noyau d'une cellule, on trouve l'ADN. L'ADN est le support matériel de l'information génétique chez tous les êtres vivants. C'est une sorte de programme ultra complexe qui contrôle tout, qui gère tout, qui dit qui nous sommes. C'est l'ADN qui fait que tu as les yeux bleus ou marrons, que tu es grand ou petit, que tu es blanc ou noir. C'est déjà dit, et comme déjà dit dans une autre vidéo, l'ADN va permettre d'obtenir de l'ARN qui permettra lui-même d'obtenir les protéines. On va commencer par aborder le sujet de la structure de l'ADN. Et pour parler de la structure de l'ADN, on va partir du plus précis au plus gros avec les chromosomes. La molécule d'ADN est formée de 2 brins, chacun constitué d'une succession de molécules qu'on appelle les nucléotides. Ces 2 brins s'enroulent l'un autour de l'autre sur le même axe sans se toucher, formant une double hélice. Cet agencement est permis grâce aux liaisons d'hydrogène qui se trouvent au centre de la molécule d'ADN. Il existe 4 types de nucléotides, en fonction des bases qu'ils contiennent. La base adénine, symbolisée par la lettre A, la thymine, T, la guanine, G, et la cytosine, C. Dans un brin, les nucléotides se succèdent les uns à la suite des autres, formant comme une sorte de phrase avec un alphabet à 4 lettres. Mais comme je viens de le dire, dans une molécule d'ADN, il n'y a pas un, mais 2 brins, qui sont dits complémentaires. Un nucléotide d'un brin, appelons-le le brin A, s'associe avec un nucléotide du brin B. Mais attention, cette association ne se fait pas n'importe comment. L'adénine ne peut s'associer qu'avec la thymine et la cystéine ne peut s'associer qu'avec la guanine, formant des paires de bases. Donc ça, c'était l'ADN sous sa forme dépliée. Sauf qu'une molécule d'ADN, c'est très très long, et on doit la faire tenir dans un noyau très très petit. Du coup, notre organisme a trouvé la solution d'enrouler l'ADN autour de protéines. Cette association entre ADN et protéines forme la chromatine, constituée d'1 tiers d'ADN et de 2 tiers de protéines, dont la moitié sont des histones. La chromatine existe sous différents états de condensation. On distingue ainsi 2 types de chromatine, l'euchromatine, qui correspond à la chromatine fonctionnelle, et l'hétérochromatine, trop compacte pour être fonctionnelle. Généralement, dans une cellule, la chromatine forme dans le noyau une sorte d'amas sans forme, mais quand la cellule se divise, elle va réagencer tout ça, et on va pouvoir observer ce que l'on appelle les chromosomes. Un chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN, avec les protéines qui vont avec. Dans une cellule humaine, on trouve 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Sur ces 23 paires, les 22 premières sont dites autosomiques, et la dernière, la 23e, est dite sexuelle. C'est elle qui détermine le sexe de l'individu. Intéressons-nous maintenant à la structure des chromosomes. Voilà donc un chromosome. La partie terminale porte le nom de télomère. Plus ou moins au milieu, on retrouve le centromère, qui définit 2 bras de part et d'autre. Le bras le plus court, symbolisé par la lettre P, et le bras le plus long, Q. Cette alternance de bandes noires et blanches est tout simplement due au fait que pour observer ces chromosomes, il faut utiliser certaines techniques de coloration, ce qui permet d'individualiser des régions chromosomiques qui fixent différemment la coloration. Dernière petite remarque, par convention, la numérotation des bandes se fait à partir du centromère vers les télomères. Alors là, j'ai une petite info inutile mais assez cool. Le plus petit des chromosomes, c'est le numéro 22, avec 49 millions de paires de bases. Et le plus gros, le 1, contient 263 millions de paires de bases. Maintenant, on va un petit peu parler des gènes. Chaque chromosome contient de nombreux gènes. La densité génique, c'est le nombre de gènes présents dans une quantité donnée de matériel génétique. Chez l'homme, les gènes sont peu nombreux, voire pratiquement absents.
Au niveau des régions centromériques, au contraire, ils ont tendance à s'accumuler vers les extrémités des chromosomes. La place d'un gène sur un chromosome s'appelle le locus. Mais un gène, c'est quoi? Un gène, c'est un fragment d'ADN de quelques milliers de nucléotides qui se succèdent selon un ordre déterminé, formant un message bien précis. Comme dit précédemment, les chromosomes sont organisés en paires. Dans une paire, on a 2 chromosomes qui ont la même taille, la même forme, les mêmes gènes. On pourrait dire qu'ils sont identiques, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, un chromosome vient du père, apporté par le spermatozoïde, et l'autre de la mère, apporté par l'ovule. Et sur les 2 chromosomes, on a donc bien les mêmes gènes, mais on n'a pas forcément les mêmes allèles. Un allèle, c'est une version de gène. Un gène peut avoir plusieurs allèles qui diffèrent les uns des autres de quelques nucléotides. Pour donner un exemple simple, le gène de la couleur des yeux a différents allèles, l'allèle de l'œil bleu, celui de l'œil marron ou encore de l'œil vert. Donc pour résumer, un gène est présent en 2 exemplaires, un sur chaque chromosome, ces 2 exemplaires pouvant être identiques, on a donc les 2 mêmes allèles, ou différents. L'allèle du père est différent de l'allèle de la mère. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées encore, c'est que les allèles ne s'expriment pas forcément avec la même intensité. Si on prend le cas d'un gène avec 2 allèles différents. Oui, parce que si les 2 allèles sont pareils, le problème ne se pose pas. Donc si les 2 allèles sont différents, soit les 2 allèles s'expriment avec la même intensité, et on obtient un mélange des deux, soit un des allèles, dit dominant, annule l'autre, dit récessif. Pour terminer et pour compliquer encore un peu plus les choses, chez l'homme, la très grande majorité des gènes sont dits des gènes uniques. Ces gènes sont donc présents en 2 exemplaires dans les cellules. Mais un certain nombre de gènes sont présents en plus d'une copie sur chaque chromosome. Il faut savoir que tout l'ADN ne s'exprime pas. J'ai déjà commencé à le dire en parlant des différentes versions de chromatine et en disant qu'il n'y a que le chromatine qui s'exprime, parce que l'hétérochromatine est tellement condensée que les protéines qui permettent de faire exprimer l'ADN ne peuvent pas s'y fixer. Ensuite, dans l'ADN même, ce sont les gènes qui sont le support de l'information génétique. Mais entre les gènes, il y a des séquences de nucléotides. Les gènes ne sont pas les uns à la suite des autres. Les séquences de nucléotides entre les gènes sont en fait des séquences qui ne veulent rien dire. Et pour finir, au sein même des gènes, il y a des parties informatives qu'on nomme les exons, entrecoupées de séquences appelées introns qui ne s'expriment pas. Je vais terminer en parlant maintenant des mutations. Spontanément, des modifications au niveau de la séquence de nucléotides d'un gène peuvent se produire. Ce sont les mutations. Celles-ci sont rares et aléatoires. Cependant, certains facteurs de l'environnement, comme les UV, les rayons X, la radioactivité, les substances toxiques, peuvent augmenter la fréquence d'apparition de ces mutations. Mais ils ne déterminent pas les gènes concernés, ni les effets des mutations. Ces mutations, qui modifient au hasard la séquence de nucléotides d'une molécule d'ADN, sont donc à l'origine de l'apparition de nouveaux allèles, dont certains peuvent être pathologiques. En fait, ces mutations surviennent tous les jours dans notre organisme. Mais nos cellules ont tout un attirail pour réparer l'ADN et donc effacer ces mutations. Malheureusement, parfois, certaines mutations passent inaperçues et ne sont pas réparées. En fonction des cellules concernées par les mutations, les effets ne seront pas les mêmes. Si les mutations touchent les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui donneront les spermatozoïdes et les ovules, alors les mutations peuvent être transmises à la descendance. Mais si les mutations touchent les cellules somatiques, qui ne donneront pas de spermatozoïdes ou d'ovules, alors les mutations ne se transmettent pas à la génération suivante. Mais certaines peuvent être à l'origine de lignées de cellules cancéreuses. Voilà, cette première partie de Bonne année, bonne santé consacrée à l'ADN est terminée. J'espère ne pas t'avoir trop noyé sous ce flot d'informations. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, et puis abonne-toi. Comme ça, avec toi, on sera 3, c'est génial. Sur ce, je t'embrasse chaleureusement. Bonne journée ou bonne soirée, bonne année et bonne santé.